L'inconscient voulant dire avant tout, ici comme ailleurs, le tissage enchevêtré de tous les étangs. Ce tissage, cette contextualisation profuse qui a promu dans notre modernité le motif de l'immanence, d'une adhérence à soi sans soi en quelque sorte. Ce motif engendre des interrogations, soupçons et doutes légitimes qui, après Dieu, ont pour objet le sujet, le sens, l'identité, la figure. Il ne s'ensuit pas pour autant que cette immanence et son intrication doivent être considérées comme dégradation ou dégénérescence de nos transcendances passées. Il nous revient de penser autrement qu'en termes de régénération ou de génération nouvelle. Cela doit au moins commencer par une compréhension renouvelée de ce que technique veut dire. Puisqu'il ne suffit plus de l'opposer, la technique, ou de la coupler à une supposée nature, il faut penser, fût-ce à nouveau fait, ce que Heidegger a nommé le dernier envoi de l'être, la technique comme dernier envoi de l'être. Cela veut dire au moins ceci: la technique n'est pas un ensemble de moyens opératoires. C'est le mode de notre existence. Ce mode nous expose à une condition inouïe de la finalité. Tout devient fin et moyen de tout. En un sens, il n'y a plus ni fin ni moyen. L'équivalence générale a aussi ce sens, un sens équivoque. Dans le renvoi mutuel de tout se joue aussi bien la destruction de toute construction que ce que je nommerai la struction, au sens de l'amoncellement privé d'assemblage. Quel assemblage pourrions-nous inventer? Comment assembler les pièces d'un monde, de divers mondes, des existences qui les traversent? Comment nous assembler, nous, les étangs? Fukushima peut nous engager à ne plus user du nucléaire, ou bien à en user autrement. Je ne peux pas entrer dans les considérations qu'entraînent ces options. Je peux en revanche affirmer qu'aucune option ne nous fera sortir de l'équivalence interminable des fins et des moyens si nous ne sortons pas de la finalité elle-même, de la visée, du projet, de la projection d'un futur en général. Que nos fins soient devenues des fins futures, cela aura été le principal produit de ce qu'on appelle l'Occident, ou plus généralement le moderne. Parler de post-moderne est juste si on désigne par là un outrepassement de la visée d'un futur conçu comme l'unité d'un sens à venir. Mais c'est insuffisant, car cela reste pris dans un schème de succession, d'avant et après. Ce qui serait décisif, en revanche, ce serait de penser au présent et de penser le présent. Non plus la fin ou des fins à venir, ni même une heureuse dispersion anarchique des fins, mais le présent en tant que l'élément du proche. La fin est toujours éloignée, le présent est le lieu de la proximité, avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Si on veut parler de fin, il faut dire que le présent a sa fin en lui-même, comme la technique en somme, mais sans addition de représentation finale. Le présent a sa fin en lui-même aux deux sens du mot fin, son but
et sa cessation, finalité et finitude conjointes, ce qui veut dire, si on y pense bien, ouverture de l'infini. Connaissance de l'existence comme capacité infinie de sens. Pensée du sens comme ce qui n'est aucune fin à atteindre, mais ce dont il est possible d'être proche. Fukushima interdit tout présent. C'est l'effondrement de visées d'avenir qui force du coup à travailler d'autres avenirs. Parce qu'il faut réparer, parce qu'il faut reconstruire et guérir. Essayons de travailler, en effet, à d'autres avenirs. Il le faut, mais sous condition du présent toujours renouvelé. Le présent que j'évoque ainsi n'est pas le présent de l'immédiat, celui de la pure et simple position inerte, où la raison et le désir se figent dans la stupeur ou dans la réplétion, sans passé ni avenir. Et ce présent n'est pas non plus celui de l'instant fugace ou fulgurant de la décision, cette décision exemplaire que prend le trader, qui bascule des millions d'équivalence générale d'argent d'un compte sur un autre. Ce présent-là est celui dans lequel on s'échappe vers un futur qu'on désire et qu'on veut ignorer à la fois. Ce qui n'empêche pas qu'on s'évade tout autant vers un passé de nostalgie ou de collection d'antiques. Mais je parle d'un présent dans lequel se présente quelque chose ou quelqu'un, le présent d'une venue, d'une approche. C'est alors l'exact contraire de l'équivalence générale, qui est aussi celle de tous les présents chronométriques qui se succèdent et qu'il s'agit de compter. Le contraire, c'est l'inéquivalence de toutes les singularités. Celle des personnes, celle des moments, des lieux, des gestes d'une même personne, celle des heures du jour ou de la nuit, celle des paroles adressées, celle des nuages qui passent, des plantes qui poussent avec une lenteur savante. Cette inéquivalence existe par l'attention portée à ces singularités, à une couleur, à un son, à un parfum. La contemplation des cerisiers à leur floraison, cette cérémonie nommée Hanami en japonais, et qui n'est pas par hasard célèbre à travers le monde entier, ou bien un regard jeté sur l'éclat d'une pierre précieuse et dont le prix n'est pas marchand, aussi bien que l'ultime sonorité du Nun de Helmut Lachenmann, dont le titre signifie maintenant en allemand, sonorité qui est celle du K dans l'œuvre Nun de Lachenmann, du K du mot musique. Chaque fois, il s'agit d'une considération particulière, d'une attention et d'une tension, d'un respect, voire de ce qu'on peut appeler jusqu'à nommer une adoration tournée vers la singularité en tant que telle. Beaucoup moins un respect de la nature, comme le prône un discours écologiste facile, ni un respect des droits de l'homme, comme le prône un autre discours souvent peu réfléchi. Et cela, bien que les respects en question ne soient pas à mépriser. Beaucoup moins donc, mais plutôt une estime, au sens le plus intense du terme, au sens qui tourne le dos à ce doublé qui se nomme l'estimation. Car l'estimation ou l'évaluation appartient à la série des calculs de l'équivalence générale, qu'elle soit celle de l'argent ou de ses succédanés, que sont l'équivalence des forces, des capacités des individus, des risques, des vitesses, etc. L'estime, au contraire, s'adresse au singulier
et à sa manière singulière de venir en présence, fleurs, visage ou timbre. L'estime, en définitive, va au-delà d'elle-même et s'adresse à quelque chose d'inestimable. Terme que le français emploie pour désigner quelque chose de plus précieux que tout prix, quelque chose d'incalculable et dont on ne cherche même pas à imaginer l'excès sur tout calcul possible. Le présent que je veux évoquer est celui qui s'ouvre à cette estime du singulier et se détourne de l'équivalence générale et de son évaluation des temps passés et futurs, de l'accumulation des antiquités et de la construction des projets. Aucune culture n'a vécu comme notre culture moderne dans l'accumulation interminable des archives et des prévisions. Aucune n'a présentifié le passé et le futur au point de soustraire le présent à son propre passage. Toutes les autres cultures, au contraire, ont su ménager l'approche de la présence singulière. Il est vrai que la plupart de ces cultures ont aussi supporté des tyrannies, des cruautés, des esclavages, des angoisses, dont la culture moderne a voulu l'abolition. Mais cette culture, la nôtre, en est venue à se subir elle-même comme tyrannie, cruauté, esclavage et angoisse. Il nous revient, après Fukushima, à cause de Fukushima, il nous revient d'ouvrir d'autres chemins, que ce soit au-dedans ou au-dehors de cette culture qui se saborde elle-même. Je vous remercie. ありがとうございました。